Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 6e cours de cette année. Comme ça a été le cas pendant toute cette série, on va continuer avec ces enregistrements Zoom. Ce n'est pas la façon de faire la plus satisfaisante et je vous présente mes excuses parce que je ne suis pas très doué pour la technologie. J'ai fait mon mieux. Mais donc, on va continuer aujourd'hui avec une discussion de l'Empire moghol qu'on avait déjà brièvement discuté dans un cours précédent en parlant de ces célèbres empires à poudre de canon. On va revenir justement sur cette question-là. En se focalisant aujourd'hui, par contre, sur un seul empire, mais en voyant en fait comment on peut remplacer cet empire dans un contexte plus large. Alors, l'empire moghol, comme on le sait, était célèbre déjà au XVIIe siècle dans le monde entier. Les Occidentaux, notamment les Anglais, les Néerlandais, aussi les Ibériques et finalement aussi les Français ont prêté pas mal d'attention à cet empire. Il y a quelques voyageurs français du XVIIe siècle qui nous ont laissé des récits portant sur cet empire qui sont donc devenus assez célèbres, comme par exemple François Bernier, ce médecin formé à Montpellier, disciple de Pierre Gassendi, et qui est allé donc passer à peu près une décennie en Inde dans les années 1650-60, où il a précisément travaillé pour un noble à la cour moghole. Donc, il y a aussi d'autres cas comme Jean-Baptiste Tavernier, un marchand de yo-yo et donc un Huguenot qui, lui, a fait plusieurs voyages en Inde et qui nous a laissé aussi un texte coécrit. Et puis, il y a aussi d'autres personnages, comme par exemple quelqu'un sur le... Je viens de consacrer tout un article qui est François Legousse de la Boulaye, gentilhomme angevin, qui est allé donc justement en Inde 2 fois dans les années 1640 et dans les années 1660. Donc, tous ces gens ont donné une image de l'Empire moghol, une image assez en fin de compte mélangée, c'est-à-dire il y a aussi à la fois une idée de luxe, de richesse, mais aussi une idée de despotisme, si vous voulez, oriental, qui sera théorisé plus tard au XVIIIe siècle par Montesquieu et par des autres. Mais il faut dire quand même que c'est une vision assez impressionnante en fin de compte. Mais il ne faut pas imaginer que c'est que les Occidentaux ou que les gens de l'extérieur qui ont prêté attention à cet empire. L'Empire moghol a quand même beaucoup occupé les historiens indiens. Déjà au XIXe siècle, par exemple, si on regarde ce fameux texte de Sayyid Ahmad Khan, Sanadid, écrit donc au milieu du XIXe siècle, où c'est écrit sous un ton de regret pour le passé d'un grand empire qui est dans ses derniers jours. Il va écrire ce texte juste avant la grande rébellion de 1857-58. Et puis, il y a aussi des textes et des regards beaucoup plus hostiles à l'égard de cet empire, par exemple, écrit par des historiens maraths, comme par exemple ici, vous aviez un texte de Govind Sardesai, Musulmani Riyasat, en 3 volumes, dans lequel une partie est consacrée aux Moghols. Et là, en fait, d'un point de vue marathe, souvent, les Moghols sont présentés comme les méchants de l'affaire, plutôt que des gens à qui il faut consacrer un sentiment de regret ou des larmes presque, comme fait Sayyid Ahmad. Alors, donc, plusieurs points de vue. Et il faut dire que globalement, pendant le XXe siècle, le début du XXIe siècle, un des problèmes que nous
confrontant quand nous étudions les Moghols, c'est que il y a une espèce d'absence de débat parce que pendant assez longtemps, il y avait juste un point de vue assez unique produit par les historiens de l'Université d'Aligarh, qui étaient donc des nationalistes qui voulaient donc faire rentrer l'Empire moghol dans le cadre d'une histoire nationaliste de l'Inde. Bien sûr, il y avait quelques petites voix minoritaires, par exemple, quelques historiens écrivant dans l'Occident ou parfois au Pakistan, au Bangladesh, qui ne partageaient pas exactement cet avis-là. Mais l'Empire moghol a été en quelque sorte prisonnier de cette vision nationaliste. Et le résultat de ça, c'est que par exemple, on n'a pas voulu penser systématiquement à cet empire comme quelque chose qui existait dans un champ plus large. C'était toujours une espèce de vision nombriliste, en fin de compte, de l'empire moghol. Et finalement, quand quelques historiens américains ont commencé à étudier l'empire moghol, surtout dans les années 70-80, des gens comme le regretté John F. Richards, alors donc, eux aussi, en quelque sorte, avaient du mal à se débarrasser le poids de cette historiographie nationaliste de l'Empire moghol. Alors, on sait par contre que les Moghols étaient, ça va de soi, des Timourides. Ils étaient des Timourides, donc des descendants à la fois de Tamerlan, grand conquérant de l'Asie centrale, et aussi d'une façon un peu plus compliquée de Genghis Khan. Donc, ils avaient une ascendance mongole aussi. Donc, ça veut dire qu'il est bien évident que imaginer qu'on peut traiter les Moghols comme si ils existaient que à l'intérieur de l'histoire indienne, c'est un procédé extrêmement artificiel. Alors, Temur, on le sait, avait entrepris une expédition en Inde à la fin du XIVe siècle. Il est donc même rentré à Delhi. Il a fait la conquête. Il a donc aussi utilisé la violence coutumière de ces prises de ville. Mais puis, il a décidé de n'y pas rester. Il est rentré chez lui en Asie centrale et puis il est mort en 1405 à Otrar quand il avait en vue une expédition en Chine. Mais ses descendants, par la suite, ont toujours pensé quelque part à l'Inde. Ils n'ont pas entrepris directement une conquête, mais l'Inde du Nord, le Hindustan, restait quelque part dans leurs horizons. Et donc, même si les Mirzas, ces descendants de Timur, étaient dispersés en Asie centrale et ils allaient jusque dans l'Afghanistan d'ailleurs, un de leurs grands centres étant Herat, déjà au milieu du XVe siècle et surtout à la fin du XVe siècle. Néanmoins, les gens qui étaient à Samarcande, là où vous voyez les restes du tombeau de Temur en Asie centrale, donc les gens qui étaient à Samarcande, au Tashkent ou ailleurs, l'Inde faisait toujours partie de leurs horizons. Et finalement, comme on a vu, on a entrepris cette conquête avec un descendant direct de Temur, notamment Zahiruddin Mohammad Babur. Ici, vous voyez un portrait extrêmement charmant, un portrait imaginaire où on voit au milieu Temur et puis ses descendants à droite et à gauche en alternance. Donc, en bas à droite, vous aviez le monarque Aurangzeb de la deuxième moitié du XVIIe, puis face à lui, vous aviez son père Shah Jahan, puis en montant à droite, vous aviez Jahangir, puis à gauche Akbar, puis à droite Humayun, puis à gauche Babur, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est une espèce de réunion qui, bien sûr, n'a jamais eu lieu entre Temur et ses descendants, en allant donc jusqu'à la fin du XIVe siècle, à la fin du XVIIe siècle. Donc, le fait qu'on a produit des portraits comme ça démontre bel et bien
que les Moghols n'ont jamais oublié leur ascendance. Ils n'ont jamais oublié d'où ils venaient et qu'ils avaient leurs racines en Asie centrale. Et ça pourrait être une question un peu d'embarras pour les historiens nationalistes indiens, mais il faut quand même ne pas oublier qu'il y avait ce lien et que ça restait un lien important et dans la réalité et dans l'imaginaire. Depuis un certain temps, on a commencé quand même à essayer de sortir de ce carcan, disons, hypernationaliste. Je vous donne quelques exemples. Et la façon de faire est de traiter l'Empire moghol dans un cadre de l'histoire comparée. Donc là, vous aviez 3 exemples. À gauche, Soraya Farokhi, qui est donc grand spécialiste de l'Empire ottoman, même si en fait elle est elle-même d'origine en partie indienne, a entrepris cette comparaison entre l'Empire ottoman et l'Empire moghol, en partant de ce qu'elle appelle une histoire sociale. Une partie de ce livre est bien sûr de l'histoire sociale, mais il y a aussi d'autres choses dedans. Elle traite ça d'une façon asymétrique, c'est-à-dire elle connaît très bien l'Empire ottoman, même les sources textuelles et d'archives, etc., tandis qu'elle aborde l'Empire moghol essentiellement par le biais de la littérature secondaire. Puis, au milieu, vous aviez quelque chose qui correspond plus à un livre pour étudiants, écrit par l'historien américain Stephen Dale, où il compare les Ottomans, les Safavides et les Moghols. Donc, c'est divisé en chapitres thématiques. Donc, dans chaque chapitre, il consacre un peu de temps à chacun de ces trois empires. Et puis, on a à droite le livre ouvrage collectif dirigé par Sheldon Pollock et Benjamin Ellman, où on a essayé de remplacer l'Empire moghol et d'autres systèmes politiques en Inde dans une comparaison avec la Chine. Il faut dire que malheureusement, ce livre est assez inégal dans ses chapitres et il y a les réflexions portant par exemple sur la comparaison entre l'Inde moghole et les Qing, souvent laisse à désirer. Mais néanmoins, c'est un effort important et il faut donc marquer l'existence de ces différentes tentatives de l'histoire comparée pour remplacer l'Empire moghol dans un cadre donc plus large. Alors, moi, par contre, j'ai l'intention d'essayer de faire autre chose avec. C'est-à-dire, plutôt que de partir par la comparaison, je vais tâcher de vous expliquer comment on peut traiter l'Empire moghol dans le cadre d'une histoire connectée, donc une histoire des connexions. Alors, là, vous voyez un petit diagramme schématique que j'ai essayé de mettre en place pour vous donner une idée de ce que seraient donc ces connexions. En commençant vers le nord, il y a donc l'Asie centrale, on a déjà parlé un peu de ça, car on ne peut pas comprendre les Moghols sans l'Asie centrale, pour des raisons différentes, pas seulement parce que les Moghols, par exemple, au milieu du XVIIe siècle, ont encore essayé une petite conquête en Asie centrale, dans la région de Balkh, qui n'a pas marché, mais aussi parce qu'ils étaient très, très conscients du fait qu'ils venaient de l'Asie centrale. Même au XVIIIe siècle, parfois ils s'appelaient Salatin et Chagatai, c'est-à-dire qu'ils venaient c'était des sultans qui venaient de la famille de Chagatai, donc d'une certaine ascendance tchingiside, où ils parlaient aussi d'eux-mêmes comme Gourgani, c'est-à-dire des descendants de Temur et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un lien extrêmement important. Puis, deuxième lien très important, c'est avec l'Iran safavide. Alors là, c'est un rapport d'une certaine manière plus proche. Il y a probablement plus de circulation avec l'Iran safavide qu'avec l'Asie centrale. Il y a aussi des différences
intéressante parce que l'Iran safavide au XVIe siècle est progressivement devenu un royaume chiite, tandis que les Moghols en général sont restés sunnites, à quelques exceptions. Donc ça, c'est un lien très important. Troisième lien important, c'est vers le sud, où les Moghols vont essayer de faire des conquêtes déjà à partir du XVIe siècle, qui ça va durer donc tout le long du XVIIe, c'est avec ce qu'on appelle les sultanats de Deccan, donc de l'Inde centrale, de l'Inde du Sud. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un lien avec l'Empire ottoman, même s'il n'y a pas de frontières qui étaient partagées, parce que les Ottomans avaient beaucoup de prestige, parce que les Ottomans étaient aussi l'autre grand pouvoir sunnite dans le monde à l'époque. Et puis, il faut aussi mentionner d'autres éléments dans le cadre d'une histoire de circulation et d'une histoire connectée, notamment l'Afrique orientale, qui a des liens avec l'Empire moghol, mais qui sont des liens un peu indirects, en passant notamment par le Décan. Et il y a aussi d'autres questions, par exemple les liens avec le monde malais et le monde aussi birman. Et finalement, il ne faut aussi pas oublier qu'à l'époque de la fondation de l'Empire, déjà les Européens sont présents en Inde. Donc, tout le long du XVIe, XVIIe et début du XVIIIe, il y a donc aussi cette question des Européens et derrière les Européens, bien sûr, de l'Europe, qui est aussi un espace avec lequel il y a un régime de circulation, pour ainsi dire. Alors, donc, pour traiter cet espace de circulation, de connexion assez complexe, il faut peut-être se centrer sur quelques éléments, quelques réseaux pour pouvoir aborder ça d'une façon un peu plus abstraite et aussi pour ne pas se perdre dans trop de détails. Il y a donc 4 éléments que je vais traiter ici d'une manière ou d'une autre, même si en fait ce ne sont pas des éléments entièrement distincts. Il y a la question des élites politiques et leurs connexions. Il y a bien sûr les commerçants, parce que les connexions se font aussi par le biais du commerce. Il y a la question des religieux, des mystiques qui circulent et qui font aussi la connexion entre ces différents espaces. Et puis, il y a les lettrés, et on va revenir à cette question-là. Alors, ça va de soi que quelqu'un pouvait être à la fois commerçant et lettré, ou lettré religieux, ou lettré mystique. Donc, il ne s'agit pas de catégories exclusives, mais néanmoins, ce sont des axes d'analyse possibles. Alors, comme on a déjà discuté, comme on le sait, l'empire mogholo-timouride en Inde a été fondé au milieu des années 1520 par Zahiruddin Babur. Et il nous a laissé ses mémoires qui sont partielles, mais qui sont néanmoins très intéressants et assez détaillés sur toute une série de questions. Babur est resté en Inde à peu près 4 ans. Il a fait la conquête en 1526, il est mort en 1530. Apparemment, il n'aimait pas trop l'Inde. Il préférait l'Asie centrale, mais malheureusement pour lui, il n'y avait pas l'option de rester en Asie centrale. Il avait été chassé de là-bas, notamment par les Shaybanides, et donc, sans autre sortie, il a décidé de fonder cet autre empire. Et donc, depuis le départ, là, vous aviez 2 des documents d'archives mogholes qui sont parmi les premiers, à gauche de l'époque de Babur, à droite de l'époque d'Akbar. Donc, vous voyez que ils sont en train d'utiliser des technologies d'administration déjà préexistantes. Ils n'ont pas inventé les choses de toutes pièces. Ils avaient déjà toute une tradition donc timouride, mais aussi une tradition donc plus large. Ils puisaient dans leur propre mémoire et la mémoire des secrétaires que les ont accompagnés et qui faisaient partie donc de la chancellerie
moghol depuis le départ. Alors, c'était qui les gens qui venaient donc avec Babur? Il y avait bien sûr des guerriers. Il y avait aussi, comme je vous ai dit, des secrétaires, des hommes de lettres. Mais il y a une connexion de Babur qui est extrêmement importante. C'est avec des gens qui sont liés avec ce personnage en particulier, Khaja Ubaydullah Ahrar, donc un grand mystique, un grand soufi de l'Asie centrale. À droite, là, vous voyez le complexe de son tombeau, etc. Alors, Khaja Ahrar, c'est quelqu'un qui nous a laissé énormément de traces. Là, vous aviez la traduction par Johan Gross et Assum Urunbaev de ses lettres. Et à droite, vous aviez un document portant sur lui. Et essentiellement, il s'agit de quelqu'un qui n'était pas seulement un soufi, qui n'était pas seulement considéré comme en quelque sorte le maître spirituel de Babur et de sa famille, mais qui était aussi considéré comme un grand homme d'affaires, quelqu'un qui possédait beaucoup de terres en Asie centrale. Donc, si on imagine que les mystiques sont des gens extrêmement pauvres, qui sont plus ou moins en train de se promener à moitié nus et dans un état d'extrême pauvreté, on est loin de ce cas. Avec les Ahrar et les Ahrari, il s'agit donc des vrais hommes de pouvoir, des hommes extrêmement riches et puissants de leur époque. Et c'est précisément ces gens-là donc, qui vont arriver avec Babur en Inde du Nord et vont donc être extrêmement présents dans le tout début de l'empire moghol autour de Delhi et d'Agra. Mais alors, quand ils arrivent dans cette région, ils trouvent que la région est déjà occupée. Ce n'est pas comme si les mystiques et les maîtres musulmans spirituels étaient absents avant. Donc, il y a déjà un problème de concurrence entre ces différents groupes, ceux qui arrivent tard et ceux qui sont là, donc déjà présents. Et c'est une rivalité qui va durer pendant toute l'époque moghole. Donc, ces gens-là autour de Khaja Ahrar appartiennent à l'ordre de ce qu'on appelle les Naqshbandi. À gauche, vous aviez quelque chose qui est centré, donc un livre centré sur un personnage extrêmement important de la deuxième moitié du XVIe et début du XVIIe siècle. Il s'appelle Sheikh Ahmad Sirhindi, qui a fondé une sous-école, sous-version de cet ordre qui s'appelle les rénovateurs, les Mujaddidi. À droite, vous aviez le tombeau d'un de ces mystiques à Delhi, Mirza Mazhar Jan-e-Janan, au XVIIIe siècle. Donc, ce sont des gens qui sont très importants pour comprendre comment l'empire moghol a fonctionné, comment les empereurs moghols ont fonctionné. Notre cher collègue et ami Muzaffar Alam vient de terminer un livre qui va bientôt sortir, le mois d'août, si je ne me trompe pas, qui s'appelle donc Les Moghols et les Soufis, dans lequel il a traité toute cette question avec force détail et comme c'est son habitude, avec énormément d'érudition, portant sur différents groupes de soufis qui sont arrivés. Et là, à droite, vous aviez un ouvrage collectif qui a été publié en 1990. C'est les actes d'un colloque sur les Naqshbandis. Alors, donc, en fait, c'est intéressant que les Naqshbandis, il s'agit d'un groupe qui est vraiment, si vous voulez, trans-empire. Donc, les frontières des empires ne sont pas les frontières de leur action. Ils sont présents en Inde, ils sont présents en Asie centrale et ils sont présents, par exemple, dans le Empire ottoman aussi. Donc, il s'agit vraiment d'un réseau qui est extrêmement large et extrêmement dispersé. Alors, si on regarde l'ensemble de ces ordres soufis en Inde, on voit qu'en fin de compte, tous ces ordres n'ont pas le même profil. Donc, on commence avec les Naqshbandis qui sont
donc assez dispersés de l'ouest en est. On a donc leurs grands rivaux et le livre de Muzaffar Alam porte en grande partie sur la rivalité entre ces deux premiers groupes, les Naqshbandi et les Chishti qui étaient beaucoup plus ancrés en Inde, qui sont arrivés donc déjà avant, même au début du sultanat de Delhi. Donc, il y avait une insertion qui était beaucoup plus forte dans la vie quotidienne de l'Inde. Puis, on peut aussi nombrer un certain nombre d'autres groupes comme les Qadri, les Shattari, les Sohrawardi, des groupes assez hétérodoxes comme les Madari, par exemple. Et il y a un chapitre dans le livre de Muzaffar Alam qui est consacré à ce personnage de Shah Madar et les Madari, qui sont des gens qui pratiquent un mysticisme assez extrême. Et donc, vous voyez que ces gens circulent et ils font partie des connexions qui existent entre l'Empire moghol et les autres empires autour. Parfois, quelqu'un peut commencer sa carrière en Asie centrale, puis passer en Inde, ou le contraire. Et parfois, il y a des gens qui vont donc traverser ces frontières avec leur savoir, avec leur bibliothèque, pour s'installer dans un autre endroit, pour avoir des disciples, etc. Donc, ce sont des réseaux qui font qu'il y a énormément de possibilités de circulation entre ces empires. Je vais prendre juste un autre cas, qui est un cas assez différent par rapport au Naqshbandi. D'ailleurs, on aurait pu consacrer énormément de temps, même des cours tout entiers à chacun de ces cas, mais là, j'essaie de couvrir un peu large. Et ça, c'est le cas des Haïdaroussi. Voilà, donc les gens qui trouvent leurs origines dans le Yémen. On a donc un livre assez récent et intéressant de l'ethno-historien Eng Seng-ho, The Graves of Tarim, dans lequel il traite ces gens-là. Et là, à gauche, vous aviez un texte Al-Nur al-Safir, qui est un texte très important portant sur ces gens écrits au tout début du XVIIe siècle. Et si on regarde ces textes-là, on se rend compte qu'il s'agit d'un réseau qui est tout à fait différent par rapport au Naqshbandi, parce que c'est un réseau qui passe du Yémen et du sud de l'Arabie, donc de l'Hadramaut, en Inde occidentale. Ils sont donc présents dans des endroits comme Khambayat ou Surat, le grand port des Moghols, qui a été utilisé pour le commerce avec le Golfe Persique et aussi avec la mer Rouge. Et puis, en fait, ces gens-là vont aussi aller s'installer dans le monde malais. Donc, c'est eux aussi qui font la connexion entre le monde de l'Inde occidentale moghole et l'Asie du Sud-Est pour arriver dans la Malaisie, l'Indonésie et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a pour ainsi dire, les soufis qui sont plus ou moins maritimes. Il y a des soufis plutôt terrestres comme les Naqshbandi et les soufis dans le genre des Haïdaroussi qui ont des réseaux plutôt différents. Alors donc, si on regarde la cour moghole, par exemple ici, vous aviez une collection de peintures assez connues de l'époque de Shah Jahan. Shah Jahan, le bâtisseur de Taj Mahal, qui a régné en gros pendant 30 ans entre 1628 et 1658. Et si vous regardez ces belles peintures venant de sa cour, en fait, on a souvent remarqué que ces peintures, les personnages qui sont dépeints dedans sont souvent identifiables par leur spécificité. Donc, il ne s'agit pas du tout des portraits un peu anonymes. Et si on commence à regarder de près ces peintures-là, on se rend compte qu'il y a donc toutes sortes de personnages présents dans cette cour-là. Donc, il y a des mystiques, il y a des grands maîtres, il y a des poètes, il y a des chanteurs et des chanteuses, mais puis il y a aussi, bien sûr, les nobles, les administrateurs et
aussi les princes, comme on voit à droite ici, les princes et les proches parents de l'empereur. Donc, c'est assez divers comme affaire. Maria Schupp, spécialiste de l'histoire timoride, a consacré un article qu'elle a publié il y a quelque temps dans la revue des Annales, portant sur la circulation des lettrés et ces cercles littéraires entre Asie centrale, Iran et Inde du Nord. Elle a vu un peu large entre le 15e et le 18e siècle. Madame Schupp avait auparavant publié un livre portant sur la ville de Herat à la fin du 15e siècle. Et alors là, dans cet article, elle essaie de nous expliquer comment entre la constitution de l'Empire timoride dès la mort de Tamerlan en 1405 et le démembrement ou l'affaiblissement des régimes héritiers vers le milieu du XVIIIe siècle, on a eu donc l'épanouissement de la culture arabo-persane et le développement d'une civilisation pluriculturelle et bilingue turco-iranienne. Donc, on parlait aussi turc que persan. Dans la cour moghole, il faut dire, au départ, on était plus ou moins bilingue, mais progressivement, c'est le persan qui a pris le dessus, même s'il y avait toujours quelques turcophones présents même au XVIIIe siècle. Donc, en Asie centrale, la turcophonie était beaucoup plus pratiquée. Alors donc, ce qu'on voit, c'est que dans ce cadre-là, il y a des lettrés pratiquant et le turc et le persan, mais notamment le persan, qui vont donc circuler, passant d'un royaume à l'autre. Et donc, on a plusieurs exemples de ça. Je vais commencer avec un exemple un peu atypique, parce que c'est un cas qui nous amène jusque dans l'Empire ottoman. Alors, il s'agit donc d'un texte qui a été écrit par un amiral turc, Seydi Ali Reis. Là, à gauche, vous aviez l'édition turque. Le texte s'appelle Le miroir des pays, Mirat al-Mamalik. Et à droite, vous aviez donc la traduction faite par Jean-Louis Baquet-Gramont. Alors, c'est un texte dans lequel l'amiral raconte un peu ses aventures. Il s'avère qu'il a été envoyé en océan Indien pour lutter contre les Portugais, mais il a perdu une bataille navale, puis il a fait naufrage et il est arrivé dans le Gujarat, en Inde occidentale. C'est les années 1550. Donc, c'est un moment quand l'Empire moghol est encore relativement faible. Il va donc faire tout un périple et finalement, il va arriver à la cour de l'empereur moghol, qui est donc à l'époque Humayun, le fils de Babur. Humayun qui a eu une carrière extrêmement compliquée, mais finalement qui a réussi à reprendre le pouvoir. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand il va se réinstaller, que Seydi Ali va se retrouver dans sa cour, dans vraiment les tout derniers temps de sa vie, y compris d'ailleurs le moment de sa mort. Et dans le texte, voilà ce qu'il nous raconte. J'ai pris une traduction plutôt ancienne parce que je n'ai pas pu accéder à la traduction de M. Baquet-Gramont, étant donné que la bibliothèque était difficilement accessible. Alors là, c'est Seydi Ali qui nous raconte comment en fait il a eu un grand succès à la cour de Humayun avec des vers et aussi des chansons érotiques. Donc vous voyez qu'il était capable de s'exprimer et en persan et en turc, bien sûr aussi en arabe, mais je pense que les langues littéraires étaient plutôt le persan et le turc. Et donc, il avait apparemment beaucoup de discussions avec Humayun, y compris sur l'astronomie et l'astrologie. Mais regardons ce passage. Un jour, ça veut dire Humayun, me demanda lequel des deux pays était le plus grand, celui de Roum, c'est-à-dire l'Empire ottoman, ou l'Hindustan. Je lui répondis, mon empereur, si l'on entend par le pays de Roum, celui de Roum proprement dit, c'est alors le pays de Sivas, et cette contrée est plus grande que l'Hindustan. Mais si l'on entend par pays de Roum tous les pays qui sont soumis à l'empereur de Constantinople, l'Inde alors n'en formerait pas la 10e partie. Il répliqua, je veux parler de tous les pays qui sont soumis à l'empereur de Roum.
Alors, je lui dis, mon empereur, ce qui me paraît certain, c'est qu'on peut comparer Alexandre le Grand, qui a régné sur le monde et qui a possédé les 7 climats, à l'empereur de Rome. Donc, un peu vantard, il faut dire, même si c'est vrai que Humayun se trouvait à ce moment-là dans un état de faiblesse, mais dire que Rome était beaucoup plus grand que l'Hindustan, c'est quand même plus qu'un peu exagéré. Et d'ailleurs, par la suite, il va démontrer quelques acrobaties pour justifier cette comparaison qu'il fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que apparemment, bon, si on a eu cette conversation, c'est une conversation où on voit que le roi moghol, l'empereur moghol, à l'époque, s'intéresse à cette comparaison. Il se dit alors, il y a d'autres grands souverains musulmans présents dans le monde et comment est-ce qu'on compare mon royaume, mes pouvoirs à ceux de cet autre empereur ailleurs qui est considéré comme très grand lui aussi. Donc, vous voyez que les gens comme Sidi Ali qui font le pont entre ces deux mondes sont aussi là pour fournir des comparaisons, même si ce sont des comparaisons un peu fausses dans ce cas. Alors, les Ottomans, d'ailleurs, étaient pas du tout ignorants quand il s'agissait de la situation de l'Inde. Ils ont suivi l'avènement des Moghols. Ils avaient déjà pris contact avec le Gujarat immédiatement après la conquête de la Mecque qu'ils ont fait en 1516-1517. Et si on regarde les textes de la fin du XVIe siècle, par exemple le texte du grand historien Mustafa Ali Ibn al-Akhbar, il y a quelques passages qui sont consacrés à l'Inde des Moghols. Et si on regarde l'autre ouvrage à droite d'un auteur moins connu, c'est Seyfi Chalabi, alors là, il parle justement assez longuement de l'Inde et des Moghols. Il parle de l'empereur donc Akbar, qu'il appelle par son nom, Jalaluddin, souverain de l'Inde et ses pères. Et lui, il se rend compte que la comparaison n'est pas exactement comme ça a été donc raconté par Sayyidi Ali. Il dit, le pays de l'Inde est un endroit immense. Sa grandeur est notée dans les chroniques. Le pays entier est peuplé, il a peu de landes. Ce sont des espaces plans couverts de forêts. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'a que peu de montagnes. En Inde, certains fruits de la terre poussent 2 fois par an. Depuis, il commence à raconter le passé, que les souverains de l'Inde étaient autrefois des Afghans, c'est tout à fait vrai. Ce sont ces Afghans qui se trouvent entre Kaboul et l'Inde, etc. Donc, il va nous raconter ça avec pas mal de détails, avec quelques erreurs, comme par exemple cette idée que Bahlol Lodi avait un frère qui s'appelait Shahlol, il n'avait pas de frère. Donc, il nous donne quand même une idée assez clair de ce qu'était l'Inde des Moghols à la fin du XVIe siècle. Et ce n'est pas du tout un mystère que pour faire ce genre de choses, ce n'était pas nécessaire qu'il voyage lui-même. Il y avait suffisamment des gens venant des domaines des Moghols dans les terres ottomanes et le contraire pour permettre la circulation de ce genre de savoir entre l'un bout et de l'autre de ces espaces. Par exemple, il continue là en donnant plus de détails, c'est toujours Seyfi Chalabi, à part Jalaluddin en Inde, il y a un grand nombre de souverains. D'abord au Deccan, qui est un pays immense en Inde, il se trouve 4 souverains. Donc, il dit que parmi ces souverains, Malik Barid est sunnite, mais les autres sont des rafizis, donc c'est-à-dire des chiites et des hérétiques. Et puis, il nous dit que chacun de ces souverains du Deccan, le Qutb Shah, le Nizam Shah, possède 60 000 soldats et 50 000 éléphants. Cette association des éléphants avec l'Inde, c'est toujours présent. Il parle ensuite du passé de Firouz Shah, c'est-à-dire des Toghlaq qui ont régné au XIVe siècle, et cela démontre qu'en fait, il avait aussi la possibilité de récupérer probablement du savoir venant des chroniques mamelouks. Alors donc, vous voyez qu'il y avait une espèce de reconnaissance mutuelle. On savait très bien
dans l'Empire ottoman, ce qui se passait en Inde. On avait aussi la possibilité de mettre au jour ces savoirs. Et en même temps, si on regarde la cour moghole, on sait qu'il y avait aussi énormément de circulation de gens dans la cour moghole. Je vous donne juste deux exemples de deux textes venant plus ou moins du même moment. Ça, c'est le moment du règne de l'empereur Nuruddin Mohammad Jahangir, qui a régné entre 1605 et 1627. Et donc, Jahangir, c'est une époque où il y a pas mal de sources. Et parmi ces sources, on a donc ces deux textes-là. À gauche, vous aviez donc un texte qui s'appelle Majalis et Jahangiri. En fait, c'est un titre moderne. Et c'est écrit par quelqu'un, un intellectuel assez connu qui s'appelle Abdus Sattar ibn Qasim Lahori. Et ce Abdus Sattar a donc raconté un peu les séances nocturnes de discussion à la cour de l'empereur. Au milieu, vous voyez, il y a une traduction allemande de ce texte-là. Et si on regarde ce texte, et si on regarde ça surtout avec l'autre qui est à droite, qui est un texte écrit par Mutrebi Samarkandi, un poète et chanteur de Samarkand qui est venu à la cour de Jahangir, qui a écrit un texte qui s'appelle Khatirat et Mulaqat. Et là, dans ces deux textes, on voit combien de gens venant des horizons lointains existaient à la cour moghole. C'était vraiment un foyer où Jahangir, donc apparemment, se plaisait à faire venir des gens de loin pour parler avec eux, pour discuter toutes sortes de choses, pour remplir un peu sa curiosité portant sur l'Asie centrale, sur des domaines et des terres assez loin. Et donc, pour revenir à l'essai de Maria Schuppe, elle dit justement que la mobilité était courante et répétitive, surtout entre l'Asie centrale et l'Inde, mais également sans obstacle majeur entre l'Asie centrale ouzbek et sunnite et l'Iran safavide chiite. Et puis, cette phrase qui nous reste très importante, la cour moghole en Inde constituait le pôle d'attraction le plus grand en Asie centrale. Si l'attrait des capitales impériales ou provinciales telles que Delhi, Agra, Herat ou Isfahan était très fort, le départ vers ces destinations n'était pas perçu comme une rupture définitive avec la région, ni a fortiori avec le milieu d'origine. Donc, il y a des vrais régimes de circulation. Et donc, la deuxième constatation d'importance est la force du lien qu'on avait entre les milieux lettrés des différentes régions et la facilité avec laquelle les lettrés s'adaptaient et se fondaient dans les milieux locaux. Donc, il y avait cette possibilité qui est donnée par la pratique du persan et en moindre mesure la pratique du turc. Bien sûr, ces gens-là avaient de la difficulté pour communiquer dans les langues vernaculaires de l'Inde, qui était aussi présent à la cour moghole, mais il suffisait de parler le persan pour fonctionner au quotidien, surtout dans un milieu courtisan. Alors, ça, c'est donc un aspect. Il faut aussi mentionner que les Moghols étaient très fiers du fait de leur cosmopolitisme. Donc, dans leur peinture, il y a souvent la présence des gens les plus divers. Là, vous voyez deux jésuites qui sont présents parmi les autres savants de la cour. Et de la même façon, il y a toujours une très grande diversité. Et cette diversité est aussi présente d'ailleurs dans la noblesse moghole. Ce qu'on appelle les mansabdars, qui sont des gens avec des hauts titres. Et les Moghols avaient un système de titres numériques. Et donc, ces gens-là, avec des hauts titres, si vous regardez leur composition, il y a ce qu'on appelle les Touraniens, c'est-à-dire les gens venant de l'Asie centrale, puis les Iraniens, puis les Rajputs, qui sont donc ces gens des hindous, de l'Inde occidentale, il y a les musulmans indiens et il y a les autres, y compris les Marathas.
Donc, vous voyez que vers la fin du XVIIe siècle, les autres deviennent de plus en plus importants, mais il faut dire que cette diversité est toujours présente chez les Moghols. Et c'est intéressant d'ailleurs de faire la comparaison avec d'autres empires et d'autres cours. Par exemple, si on était au même moment en Empire ottoman, on aurait certainement une diversité à la fois au niveau des religions et au niveau des ethnicités. Si on était, par exemple, dans la Chine des Ming, on aurait certes aussi une certaine diversité, mais peut-être moindre. Si on était, par exemple, dans l'Espagne des Habsbourg, on aurait certainement pas de musulmans ou d'hindous présents là-bas. Donc, il faut parfois aussi garder en tête que le cosmopolitisme n'est pas partagé de la même manière par tous les empires de l'époque. Alors, pour reconstituer d'ailleurs ces milieux des noblesses, il faut aussi se rendre compte qu'on a l'avantage que les Moghols ont même produit des dictionnaires biographiques eux-mêmes. Donc, par exemple, à droite ici, vous aviez le Zaghirat al-Khawanin, qui est un texte de Cheikh Farid Bhakkari du milieu du XVIIe siècle, et puis on a le Marcel al-Umara du XVIIIe, et là, on a donc des notices biographiques portant sur chacun de ces personnages qui a atteint un certain rang dans le système moghol. Et ça, c'est quand même très intéressant pour voir la diversité de ces gens. Les Moghols se vantaient un peu de cette capacité d'attirer des gens divers. Et même dans les peintures qu'on appelle les peintures allégoriques. Donc ça, c'est une peinture allégorique portant sur l'empereur moghol Jahangir, dans lequel il est donc assis sur un trône qui est déjà métaphorique pour démontrer qu'il est le maître de temps. Et puis, on a, parce que c'est un sablier, et puis on a devant lui trois personnages. Il y a un personnage qui est bon, il y a le quatrième personnage qui est le peintre, qui met son petit autoportrait dedans. Puis, il y a Jacques Ier de l'Angleterre, qui n'est jamais venu à la cour moghole, mais il est néanmoins, on l'a inséré dans ce texte-là. Puis, il y a un grand soufi, un mystique, qui présente un livre à l'empereur. Puis, il y a le personnage entre les deux, qui fait un peu objet de débat. On pensait que c'était une représentation de l'empereur ottoman, mais plus récemment, on a proposé que c'était peut-être le tsar de Russie plutôt que l'empereur ottoman. Mais en tout cas, là, vous aviez que dans l'imaginaire de Jahangir, il est entouré par tous ces gens, le roi d'Angleterre, Jacques Ier, les gens venant des horizons très lointains qui font partie donc de cette vision qu'ils ont de la cour moghole comme un lieu qui est au carrefour de plusieurs réseaux et de plusieurs processus de circulation. Alors, pour ce qui est de l'Iran, on a aussi énormément de données. Donc là, on a parlé de l'Asie centrale, on a parlé aussi de l'Empire ottoman. Pour l'Iran, qui est d'ailleurs vraiment la porte à côté, il y a énormément aussi de correspondances. Notre collègue pakistanais, le regretté Riaz al-Islam, avait rendu un grand service aux chercheurs en faisant ce calendrier de documents portant sur les rapports entre l'Inde et l'Iran, mais en fait, il y a plus de choses aussi sur l'Asie centrale et l'Empire ottoman. Et plus récemment, on a cet autre livre par un savant de Hyderabad, Ziauddin Shakeb, sur les relations entre le Décan et l'Iran. Donc, à partir de ces matériaux, on voit très bien que malgré le fait que l'Iran safavide était un domaine chiite et les Moghols étaient majoritairement sunnites, il n'y avait pas d'empêchement, il y avait énormément de circulation. Et donc, il y a plusieurs cas de circulation qui ont été mentionnés et donc aussi, il y a un chercheur japonais, Masashi Haneda, qui a été d'ailleurs formé en France,
qui a analysé ce dictionnaire biographique que je viens de citer pour nous démontrer jusqu'à quel point les Iraniens venaient et s'installaient en Inde. Il y a un cas assez remarquable que je vais juste mentionner en passant, parce que c'est le cas de quelqu'un qui appartenait à la famille royale des Safavides. Il s'agit donc de Mirza Rustam Safavi. Là, vous aviez un portrait de lui qui, d'ailleurs, se trouve comme par hasard à Los Angeles, dans le Los Angeles County Museum of Art. Mais alors, donc, ce Mirza Rustam Safavi, il appartenait à ce qu'on appelle la lignée des Bahrami. Alors, Bahram était un des fils de Shah Ismail Safavi, donc un des frères de Shah Abd al-Hamas. Ces gens-là se sont installés sur la frontière avec l'Inde, autour de Kandahar. Et donc ici, vous aviez un article portant sur leur carrière avant de venir en Inde, jusqu'au dans les années 1590. Et puis, à partir des années 1590, il y a une grande partie de cette famille qui est partie en Inde. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont eu énormément de succès en Inde parce que, si vous regardez ici, vous aviez Mirza Badi'uz-Zaman Shah Nawaz Khan, qui est le fils de Mirza Rustam, et il a placé ses filles et ses petites filles, ses nièces, dans les plus grandes familles de l'Inde moghole. Donc, il y a plusieurs qui sont mariés avec des princes, y compris quelques princes qui devraient soit hériter le trône, soit être très proches du trône. Par exemple, le prince Murad Bakhsh, le prince Shah Shuja. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que il y a donc une des filles de Mirza Badi'uz-Zaman, donc petite fille de Mirza Rustam, qui s'est mariée avec Aurangzeb. Donc, vous voyez une femme iranienne, probablement chiite, qui s'est mariée avec Aurangzeb. Et donc, tout cela, ça a aussi à voir avec toutes les turbulences autour de la ville de Kandahar, qui est passée maintes fois entre les Moghols et les Safavides. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous voyez que ce qu'on appelle le Taj Mahal du Décan, c'est-à-dire le tombeau construit par Aurangzeb pour sa femme. Et cette femme donc était précisément une membre de la famille Safavide qui, comme un certain nombre de ses nièces et ses sœurs, etc., étaient très bien placées dans l'harem moghol. Donc, il y a une espèce de va-et-vient, une complicité même entre les deux dynasties qu'il faut repérer. Et il faut se rendre compte de ça. Et peut-être aussi comparer avec un certain nombre d'autres cas, comme par exemple les Byzantins qui ont aussi parfois marié leurs filles dans d'autres familles royales dans le contexte européen. Alors, donc l'Iran, c'est très important. L'Iran est très important comme lien direct, mais l'Iran est aussi très important comme espèce de triangulation, parce que l'Iran a des liens avec le Décan. Ici, vous voyez une peinture qui nous est venue du royaume de Bijapur. Et si vous regardez cette peinture, vous voyez que le modèle, c'est absolument cette peinture de Temur, c'est-à-dire le fondateur de la dynastie au milieu et puis ses descendants à droite et à gauche. Donc, ils ont repris plus ou moins la même formule, mais ils l'ont rendue dans une version un peu moins belle, même si il y a quand même l'aspect fantaisiste derrière qui a ses propres charmes. Alors, ces rois du Décan gardaient des rapports très compliqués avec les Moghols. Ils étaient donc le cible de l'expansion moghole. Ils étaient aussi des gens qui se trouvaient souvent dans une relation tributaire avec les Moghols. On a des textes très intéressants portant sur ces rapports, par exemple, le texte Asad Beg Qazvini qui vient tout juste d'être publié en 2 éditions récemment.
Et Asad Beg, c'est quelqu'un qui est allé dans le Décan en tant qu'ambassadeur moghol au début du XVIIe siècle et qui nous a laissé un récit très précieux portant sur les Adil Shahi, comme par exemple Ibrahim Adil Shah, le roi que vous voyez ici à gauche. Et d'ailleurs, dans les derniers temps, on a plusieurs ouvrages, soit collectifs, soit individuels, portant sur le Décan et ses rapports avec le monde iranien et aussi avec le monde moghol, parce que c'était, comme je vous ai dit, une espèce de triangle de circulation assez intéressant et assez fréquenté par plusieurs personnes, des gens qui commençaient leur carrière en Iran, puis passaient dans le Décan, puis passaient au service des Moghols ou le contraire, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, des poètes, des peintres, des lettrés, des mystiques et ainsi de suite. Parmi ces gens, il y a aussi des personnages qui ont eu des carrières politiques fulgurantes, comme vous voyez ici Mir Mohammad Momen Astarabadi, qui est devenu un personnage très important dans la Hyderabad du début du XVIIe siècle. Et en fait, on a aussi quelques traces de sa correspondance avec l'Iran qui nous donne une idée beaucoup plus précise de comment ces gens se déplaçaient et qu'est-ce qu'ils faisaient et aussi quel genre de lien ils gardaient avec leur pays de naissance. Alors donc, vous voyez qu'il faut quand même penser l'Empire moghol comme un espace ouvert, comme un espace de passage, comme un carrefour, comme un lieu où il y avait des gens qui venaient d'un peu partout ailleurs. Et je vais vous donner juste un autre exemple. Et ça, c'est un exemple un peu plus compliqué géographiquement, c'est l'Afrique orientale. Il y avait des gens venant à la fois de l'Afrique, de la côte Swahili, mais aussi de l'Éthiopie, ce qu'on appelait la Habesh. Ils avaient déjà des liens avec le sultanat de Gujarat. Ils ont laissé des traces comme cette mosquée à Ahmedabad qui a été donc construite par un de ces personnages. Mais il y a aussi un certain nombre de ces gens qui sont installés dans le Décan. Au XVIe siècle, un de leurs points de concentration, c'était autour de Daman, ville portuaire qui a été finalement conquise par les Portugais. Puis, après la conquête portugaise, ils sont donc dispersés un peu ailleurs. Et ces gens-là se retrouvent un peu partout dans le Décan. Et donc, quand les Moghols vont avoir des contacts avec les Décans, ils vont, pour la première fois, d'une façon systématique, rentrer en contact avec ces élites afro-indiennes qu'ils vont trouver aussi par la suite dans le Gujarat. Et le plus grand personnage parmi ces grands personnalités d'origine africaine, c'est donc un dénommé Malik Ambar, qui est devenu plus ou moins le souverain, sans vraiment prendre le titre d'un des sultanats du Décan. Et les Moghols n'ont jamais pu mettre la main sur lui. Il a toujours su résister jusqu'à sa mort dans les années 1620. Là, vous voyez le tombeau de Malik Ambar. Et ici, vous voyez quelque chose qui est assez curieux, c'est-à-dire une peinture fantaisiste où l'empereur moghol, Jahangir, pense qu'un jour, il pourra transpercer la tête de Malik Ambar avec ses flèches, mais ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Donc, c'est quelqu'un qui est vu comme un ennemi capital, mais qui a aussi mené une résistance importante par rapport aux Moghols. Donc là, vous voyez encore une fois, il y a des réseaux qui vont encore plus loin, traverser l'océan Indien occidental et ainsi de suite. Donc, j'arrive plus ou moins à la fin de mon propos. Vous voyez qu'il faut voir cet empire moghol comme quelque chose qui est lié avec maintes autres endroits et systèmes politiques, Asie centrale, Iran safavide, Empire ottoman, Afrique orientale, Décan, monde malais,
mais aussi, comme je vous ai dit, avec les Européens. Les Européens qui étaient présents déjà à partir du XVIe siècle, on les voit ici dans une peinture du XVIe, qui continuent à être présents, souvent comme prêtres catholiques, ça c'est leur rôle au départ. Vous voyez des peintures moghols dans lesquelles ils sont représentés comme ambassadeurs, comme traducteurs. Là, vous aviez par exemple un texte chrétien, une vie de Jésus écrit pour l'empereur moghol Mirat al-Quds, qui a été donc produit à cette époque-là. On a d'autres textes aussi, ici le texte qui s'appelle Dastan et Masih. Donc, ces gens-là qui rentraient dans ce monde persophone, qui essayaient eux aussi de devenir des lettrés pour participer dans la vie de cours. Et bien sûr, on peut aussi penser aux autres Européens qui sont arrivés tout au long du XVIIe siècle, les Anglais, les Néerlandais, chacun avec leur projet de commerce, avec leur propre vision, en amenant des nouvelles, des technologies, parfois des curiosités, des télescopes, des horloges, etc., des horizons lointains. Et tout cela, c'est donc des échanges qui alimentaient la vie de l'Empire moghol pendant son existence. Mais en fin de compte, on sait que c'est aussi par le biais de ces gens-là, ici c'est plutôt en néerlandais, mais c'est plutôt ces Européens venus du Nord, les Anglais, qui vont aussi finalement être la cause de la fin de cet empire progressivement au XVIIIe siècle. Donc, j'arrive en fin de mes 6 cours de cette année. Bien sûr, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres cas, de beaucoup d'autres matériaux, mais on va laisser ça pour une autre occasion. Et pour l'instant, donc, je vous laisse en souhaitant une bonne rouverture, et en espérant que l'année prochaine, on va se retrouver dans des circonstances plus normales, plus agréables, dans un face-à-face dans les locaux du Collège de France. Je vous remercie.